Partie suivante de Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai beaucoup aimé le Sahara. J'ai passé des nuits en dissidence. Je me suis réveillé dans cette étendue blonde où le vent a marqué sa houle comme sur la mer. J'y ai attendu des secours en dormant sous mon aile, mais ce n'était point comparable. Nous marchons au versant de collines courbes. Le sol est composé de sable entièrement recouvert d'une seule couche de cailloux brillants et noirs. On dirait des écailles de métal, et tous les dômes qui nous entourent brillent comme des armures. Nous sommes tombés dans un monde minéral. Nous sommes enfermés dans un paysage de fer. La première crête franchie, plus loin s'annonce une autre crête semblable, brillante et noire. Nous marchons en raclant la terre de nos pieds pour inscrire un fil conducteur afin de revenir plus tard. Nous avançons face au soleil. C'est contre toute logique que j'ai décidé de faire du plein est, car tout m'incite à croire que j'ai franchi le Nil, la météo, mon temps de vol. Mais j'ai fait une courte tentative vers l'ouest et j'ai éprouvé un malaise que je ne me suis point expliqué. J'ai alors remis l'ouest à demain. Et j'ai provisoirement sacrifié le nord qui cependant mène à la mer. 3 jours plus tard, quand nous déciderons, dans un demi-délire, d'abandonner définitivement notre appareil et de marcher droit devant nous jusqu'à la chute, c'est encore vers l'est que nous partirons, plus exactement vers l'est-nord-est. Et ceci encore contre toute raison, de même que contre tout espoir. Et nous découvrirons, une fois sauvés, qu'aucune autre direction ne nous eût permis de revenir, car vers le nord, trop épuisés, nous n'eussions pas non plus atteint la mer. Aussi absurde que cela me paraisse, il me semble aujourd'hui que, faute d'aucune indication qui pût peser sur notre choix, j'ai choisi cette direction pour la seule raison qu'elle avait sauvé mon ami Guillaumet dans les Andes, où je l'ai tant cherché. Elle était devenue pour moi confusément la direction de la vie. Après 5 heures de marche, le paysage change. Une rivière de sable semble couler dans une vallée et nous empruntons ce fond de vallée. Nous marchons à grands pas, il nous faut aller le plus loin possible et revenir avant la nuit si nous n'avons rien découvert. Et tout à coup je stoppe. Prévost ? Quoi ? Les traces. Depuis combien de temps avons-nous oublié de laisser derrière nous un sillage ? Si nous ne le retrouvons pas, c'est la mort. Nous faisons demi-tour, mais en obliquant sur la droite. Lorsque nous serons assez loin, nous virerons perpendiculairement à notre direction première et nous recouperons nos traces là où nous les marquions encore. Ayant renoué ce fil, nous repartons. La chaleur monte et avec elle naissent les mirages. Mais ce ne sont encore que des mirages élémentaires. De grands lacs se forment et s'évanouissent quand nous avançons. Nous décidons de franchir la vallée de sable et de faire l'escalade du dôme le plus élevé afin d'observer l'horizon. Nous marchons déjà depuis 6 heures. Nous avons dû, à grandes enjambées, totaliser 35 kilomètres. Nous sommes parvenus au faîte de cette croupe noire où nous nous asseyons en silence. Notre vallée de sable à nos pieds débouche dans un désert de sable sans pierre dont l'éclatante lumière blanche brûle les yeux. À perte de vue, c'est le vide. Mais, à l'horizon, des jeux de lumière composent des mirages déjà plus troublants. Forteresses et minarets, masses géométriques à lignes verticales. J'observe aussi une grande tache noire qui simule la végétation, mais elle est surplombée par le dernier de ces nuages qui se sont dissous dans le jour et qui vont renaître ce soir. Ce n'est que l'ombre d'un cumulus. Il est inutile d'avancer plus, cette tentative ne conduit nulle part. Il faut rejoindre notre avion, cette balise rouge et blanche qui, peut-être, sera repérée par les camarades. Bien que je ne fonde point d'espoir sur ces recherches, elles m'apparaissent comme la seule chance de salut. Mais surtout, nous avons laissé là-bas nos dernières gouttes de liquide, et déjà il nous faut absolument les boire. Il nous faut revenir pour vivre. Nous sommes prisonniers de ce cercle de fer, la courte autonomie de notre soif. Mais qu'il est difficile de faire demi-tour quand on marcherait peut-être vers la vie. Au-delà des mirages, l'horizon est peut-être riche de cités véritables, de canaux d'eau douce et de prairies. Je sais que j'ai raison de faire demi-tour, et j'ai, cependant, l'impression de sombrer quand je donne ce terrible coup de barre. Nous nous sommes couchés auprès de l'avion, nous avons parcouru plus de 60 kilomètres, nous avons épuisé nos liquides, nous n'avons rien reconnu vers l'est et aucun camarade n'a survolé ce territoire. Combien de temps résisterons-nous ? Nous avons déjà tellement soif. Nous avons bâti un grand bûcher en empruntant quelques débris à l'aile pulvérisée. Nous avons préparé l'essence et les tôles de magnésium qui donnent un dur éclat blanc. Nous avons attendu que la nuit fût bien noire pour allumer notre incendie. Mais où sont les hommes ? Maintenant la flamme monte. Religieusement, nous regardons brûler notre fanal dans le désert. Nous regardons resplendir dans la nuit notre silencieux et rayonnant message. Et je pense que s'il emporte un appel déjà pathétique, il emporte aussi beaucoup d'amour. Nous demandons à boire, mais nous demandons aussi à communiquer. Qu'un autre feu s'allume dans la nuit, les hommes seuls disposent du feu, qu'ils nous répondent. Je revois les yeux de ma femme, je ne verrai rien de plus que ses yeux. Ils interrogent, je revois les yeux de tous ceux qui peut-être tiennent à moi, et ses yeux interrogent. Toute une assemblée de regards me reproche mon silence. Je réponds.
Je réponds de toutes mes forces, je ne puis jeter dans la nuit de flammes plus rayonnantes. J'ai fait ce que j'ai pu, nous avons fait ce que nous avons pu. 60 kilomètres presque sans boire, maintenant nous ne boirons plus. Est-ce notre faute si nous ne pouvons pas attendre bien longtemps? Nous serions restés là, sagement, à téter nos gourdes. Mais dès la seconde où j'ai aspiré le fond du gobelet d'étain, une horloge s'est mise en marche. Dès la seconde où j'ai sucé la dernière goutte, j'ai commencé à descendre une pente. Qui puis-je si le temps m'emporte comme un fleuve? Prévost pleure, je lui tape sur l'épaule, je lui dis, pour le consoler. Si on est foutu, on est foutu. Il me répond, si vous croyez que c'est sur moi que je pleure. Et, bien sûr, j'ai déjà découvert cette évidence, rien n'est intolérable. J'apprendrai demain et après-demain que rien décidément n'est intolérable. Je ne crois qu'à demi au supplice, je me suis déjà fait cette réflexion. J'ai cru un jour me noyer, emprisonné dans une cabine, et je n'ai pas beaucoup souffert. J'ai cru parfois me casser la figure, et cela ne m'a point paru un événement considérable. Ici non plus, je ne connaîtrai guère l'angoisse. Demain, j'apprendrai là-dessus des choses plus étranges encore. Et Dieu sait si, malgré mon grand feu, j'ai renoncé à me faire entendre des hommes. Si vous croyez que c'est sur moi, oui, voilà qui est intolérable. Chaque fois que je vois ces yeux qui attendent, je ressens une brûlure. L'envie soudaine me prend de me lever, de courir droit devant moi. Là-bas, on crie au secours, on fait naufrage. C'est un étrange renversement des rôles, mais j'ai toujours pensé qu'il en était ainsi. Cependant, j'avais besoin de Prévost pour en être tout à fait assuré. Eh bien, Prévost ne connaîtra point non plus cette angoisse devant la mort dont on nous rebat les oreilles. Mais il est quelque chose qu'il ne supporte pas, ni moi non plus. Ah, j'accepte bien de m'endormir ou pour la nuit ou pour des siècles. Et si je m'endors, je ne sais point la différence. Et puis quelle paix! Mais ces cris que l'on va pousser là-bas, ces grandes flammes de désespoir, je n'en supporte pas l'image. Je ne puis pas me croiser les bras devant ces naufrages. Chaque seconde de silence assassine un peu ce que j'aime, et une grande rage chemine en moi. Pourquoi ces chaînes qui m'empêchent d'arriver à temps et de secourir ceux qui sombrent? Pourquoi notre incendie ne porte-t-il pas notre cri au bout du monde? Patience, nous arrivons, nous arrivons. Nous sommes les sauveteurs. Le magnésium est consumé et notre feu rougit. Il n'y a plus ici qu'un tas de braise sur laquelle, penchés, nous nous réchauffons. Finot notre grand message lumineux. Qu'a-t-il mis en marche dans le monde? Et je sais bien qu'il n'a rien mis en marche. Il s'agissait là d'une prière qui n'a pu être entendue. C'est bien, j'irai dormir. Au petit jour, nous avons recueilli sur les ailes, en les essuyant avec un chiffon, un fond de verre de rosée mêlé de peinture et d'huile. C'était écœurant, mais nous l'avons bu. Faute de mieux, nous aurons au moins mouillé nos lèvres. Après ce festin, Prévost me dit « Il y a heureusement le revolver ». Je me sens brusquement agressif, et je me retourne vers lui avec une méchante hostilité. Je ne haïrais rien autant en ce moment-ci qu'une effusion sentimentale. J'ai un extrême besoin de considérer que tout est simple. Il est simple de naître, est simple de grandir, est simple de mourir de soif. Et du coin de l'œil, j'observe Prévost, prêt à le blesser si nécessaire pour qu'il se taise. Mais Prévost m'a parlé avec tranquillité. Il a traité une question d'hygiène. Il a abordé ce sujet comme il m'eût dit « Il faudrait nous laver les mains ». Alors nous sommes d'accord. J'ai déjà médité hier en apercevant la gaine de cuir. Mes réflexions étaient raisonnables et non pathétiques. Il n'y a que le social qui soit pathétique, notre impuissance à rassurer ceux dont nous sommes responsables, et non le revolver. On ne nous cherche toujours pas, ou plus exactement, on nous cherche sans doute ailleurs, probablement en Arabie. Nous n'entendrons d'ailleurs aucun avion demain, quand nous aurons déjà abandonné le nôtre. Cet unique passage si lointain nous laissera alors indifférents. Point noir mêlé à 1000 points noirs dans le désert, nous ne pourrons prétendre être aperçus. Rien n'est exact des réflexions que l'on m'attribuera sur ce supplice. Je ne subirai aucun supplice. Les sauveteurs me paraîtront circuler dans un autre univers. Il faut 15 jours de recherche pour retrouver dans le désert un avion dont on ne sait rien, à 3000 km près. Or l'on nous cherche probablement de la Tripolitaine à la Perse. Cependant, aujourd'hui encore, je me réserve cette maigre chance, puisqu'il n'en est point d'autre. Et changeant de tactique, je décide de m'en aller seul en exploration. Prévost préparera un feu et l'allumera en cas de visite, mais nous ne serons pas visités. Je m'en vais donc, et je ne sais même pas si j'aurai la force de revenir. Il me revient à la mémoire ce que je sais du désert de Libye. Il subsiste dans le Sahara 40% d'humidité, quand elle tombe ici à 18%, et la vie s'évapore comme une vapeur. Les Bédouins, les voyageurs, les officiers coloniaux enseignent que l'on tient 19 heures sans boire. Après 20 heures, les yeux se remplissent de lumière et la faim commence. La marche de la soif est foudroyante. Mais ce vent du nord-est, ce vent anormal qui nous a trompés, qui, à l'opposé de toute prévision, nous a cloués sur ce plateau, maintenant sans doute nous prolonge.
Mais quel délai nous accordera-t-il avant l'heure des premières lumières? Je m'en vais donc, mais il me semble que je m'embarque en canoë sur l'océan. Et cependant, grâce à l'aurore, ce décor me semble moins funèbre. Et je marche d'abord les mains dans les poches, en maraudeur. Hier soir, nous avons tendu décoller à l'orifice de quelques terriers mystérieux, et le braconnier en moi se réveille. Je m'en vais d'abord vérifier les pièges, ils sont vides. Je ne boirai donc pas de sang, à vrai dire, je ne l'espérais pas. Si je ne suis guère déçu, par contre, je suis intrigué. De quoi vivent-ils, ces animaux, dans le désert? Ce sont sans doute des fennecs, ou renards des sables, petits carnivores, gros comme des lapins et ornés d'énormes oreilles. Je ne résiste pas à mon désir et je suis les traces de l'un d'eux. Elle m'entraîne vers une étroite rivière de sable où tous les pas s'impriment en clair. J'admire la jolie palme que forment 3 doigts en éventail. J'imagine mon ami trottant doucement à l'aube et léchant la rosée sur les pierres. Ici, les traces s'espacent, mon fennec a couru. Ici, un compagnon est venu le rejoindre et ils ont trotté côte à côte. J'assiste ainsi avec une joie bizarre à cette promenade matinale. J'aime ces signes de la vie, et j'oublie un peu que j'ai soif. Enfin, j'aborde les garde-manger de mes renards. Il émerge ici au ras du sable, tous les 100 mètres, un minuscule arbuste sec de la taille d'une soupière et aux tiges chargées de petits escargots dorés. Le fennec à l'aube va aux provisions, et je me heurte ici à un grand mystère naturel. Mon fennec ne s'arrête pas à tous les arbustes. Il en est chargé d'escargots qu'il dédaigne. Il en est dont il fait le tour avec une visible circonspection. Il en est qu'il aborde, mais sans les ravager. Il en retire 2 ou 3 coquilles, puis il change de restaurant. Joue-t-il à ne pas apaiser sa faim d'un seul coup, pour prendre un plaisir plus durable à sa promenade matinale? Je ne le crois pas. Son jeu coïncide trop bien avec une tactique indispensable. Si le fennec se rassasiait des produits du premier arbuste, il le dépouillerait, en 2 ou 3 repas, de sa charge vivante. Et ainsi, d'arbuste en arbuste, il anéantirait son élevage. Mais le fennec se garde bien de gêner l'ensemencement. Non seulement il s'adresse pour un seul repas à une centaine de ces touffes brunes, mais il ne prélève jamais 2 coquilles voisines sur la même branche. Tout se passe comme s'il avait la conscience du risque. S'il se rassasiait sans précaution, il n'y aurait plus d'escargots. S'il n'y avait point d'escargots, il n'y aurait point de fennec. Les traces me ramènent au terrier. Le fennec est là, qui m'écoute sans doute, épouvanté par le grondement de mon pas. Et je lui dis, « Mon petit renard, je suis foutu, mais c'est curieux, cela ne m'a pas empêché de m'intéresser à ton humeur. » Et je reste là à rêver, et il me semble que l'on s'adapte à tout. L'idée qu'il mourra peut-être 30 ans plus tard ne gâte pas les joies d'un homme. 30 ans, 3 jours, c'est une question de perspective. Mais il faut oublier certaines images. Maintenant je poursuis ma route et déjà, avec la fatigue, quelque chose en moi se transforme. Les mirages, s'il n'y en a point, je les invente. Ohé! J'ai levé les bras en criant, mais cet homme qui gesticulait n'était qu'un rocher noir. Tout s'anime déjà dans le désert. J'ai voulu réveiller ce bédouin qui dormait et il s'est changé en tronc d'arbre noir. En tronc d'arbre? Cette présence me surprend et je me penche. Je veux soulever une branche brisée. Elle est de marbre. Je me redresse et je regarde autour de moi. J'aperçois d'autres marbres noirs. Une forêt antédiluvienne jonche le sol de ces fûts brisés. Elle s'est écroulée comme une cathédrale, voilà 100 000 ans, sous un ouragan de Genèse. Et les siècles ont roulé jusqu'à moi ces tronçons de colonnes géantes, polies comme des pièces d'acier, pétrifiées, vitrifiées, couleur d'encre. Je distingue encore le nœud des branches, j'aperçois les torsions de la vie, je compte les anneaux du tronc. Cette forêt, qui fut pleine d'oiseaux et de musique, a été frappée de malédictions et changée en sel. Et je sens que ce paysage m'est hostile. Plus noir que cette armure de fer des collines, ces épaves solennelles me refusent. Qu'ai-je à faire ici, moi, vivant, parmi ces marbres incorruptibles? Moi, périssable, moi, dont le corps se dissoudra, qu'ai-je à faire ici, dans l'éternité? Depuis hier, j'ai déjà parcouru près de 80 kilomètres. Je dois sans doute à la soif ce vertige, ou au soleil. Il brille sur ces fûts qui semblent glacés d'huile. Il brille sur cette carapace universelle. Il n'y a plus ici ni sable ni renard. Il n'y a plus ici qu'une immense enclume. Et je marche sur cette enclume. Et je sens dans ma tête le soleil retentir. Ah, là-bas. Ohé, ohé. Il n'y a rien là-bas, ne t'agite pas, c'est le délire. Je me parle ainsi à moi-même, car j'ai besoin de faire appel à ma raison. Il m'est difficile de refuser ce que je vois. Il m'est si difficile de ne pas courir vers cette caravane en marche. Là, tu vois. Imbécile, tu sais bien que c'est toi qui l'inventes. Alors rien au monde n'est véritable. Rien n'est véritable, sinon cette croix à 20 kilomètres de moi sur la colline. Cette croix ou ce phare. Mais ce n'est pas la direction de la mer, alors c'est une croix. Toute la nuit, j'ai étudié la carte. Mon travail était inutile puisque j'ignorais ma position. Mais je me penchais sur tous les signes qui m'indiquaient la présence de l'homme. Et, quelque part, j'ai découvert un petit cercle surmonté d'une croix semblable. Je me suis reporté à la légende et j'y ai lu.
Établissement religieux. À côté de la croix, j'ai vu un point noir. Je me suis reporté encore à la légende et j'y ai lu. Puits permanent. J'ai reçu un grand choc au cœur et j'ai relu tout haut. Puits permanent. Puits permanent. Puits permanent. Ali Baba et ses trésors, est-ce que ça compte en regard d'un puits permanent? Un peu plus loin, j'ai regardé 2 cercles blancs. J'ai lu sur la légende. Puits temporaire. C'était déjà moins beau. Puis tout autour, il n'y avait plus rien. Rien. Le voilà, mon établissement religieux. Les moines ont dressé une grande croix sur la colline pour rappeler les naufragés. Et je n'ai qu'à marcher vers elle, et je n'ai qu'à courir vers ces dominicains. Mais il n'y a que des monastères coptes en Libye. Vers ces dominicains studieux, ils possèdent une belle cuisine fraîche aux carreaux rouges, et dans la cour une merveilleuse pompe rouillée. Sous la pompe rouillée, vous l'auriez deviné. Sous la pompe rouillée, c'est le puits permanent. Ah, ça va être une fête là-bas quand je vais sonner à la porte, quand je vais tirer sur la grande cloche. Imbécile, tu décris une maison de Provence où il n'y a d'ailleurs point de cloche. Quand je vais tirer sur la grande cloche, le portier lèvera les bras au ciel et me criera « Vous êtes un envoyé du Seigneur » et il appellera tous les moines, et ils se précipiteront, et ils me fêteront comme un enfant pauvre, et ils me pousseront vers la cuisine, et ils me diront « une seconde, mon fils, nous courons jusqu'au puits permanent. » Et moi je tremblerai de bonheur. Mais non, je ne veux pas pleurer, pour la seule raison qu'il n'y a plus de croix sur la colline. Les promesses de l'Ouest ne sont que mensonges, j'ai viré plein nord. Le nord est rempli, lui au moins, par le chant de la mer. Ah, cette crête franchie, l'horizon s'étale, voici la plus belle cité du monde. Tu sais bien que c'est un mirage. Je sais très bien que c'est un mirage, on ne me trompe pas à moi. Mais s'il me plaît à moi de m'enfoncer vers ce mirage, s'il me plaît à moi d'espérer, s'il me plaît d'aimer cette ville crénelée et toute pavoisée de soleil, s'il me plaît de marcher tout droit, à pas agiles, puisque je ne sens plus ma fatigue, puisque je suis heureux. Prévost et son revolver, laissez-moi rire, je préfère mon ivresse, je suis ivre, je meurs de soif. Le crépuscule m'a dégrisé, je me suis arrêté brusquement, effrayé de me sentir si loin. Au crépuscule le mirage meurt, l'horizon s'est déshabillé de sa pompe, de ses palais, de ses vêtements sacerdotaux, c'est un horizon de désert. Tu es bien avancé, la nuit va te prendre, tu devras attendre le jour, et demain tes traces seront effacées et tu ne seras plus nulle part. Alors autant marcher encore droit devant moi, à quoi bon faire encore demi-tour? Je ne veux plus donner ce coup de barre quand peut-être j'allais ouvrir, quand j'ouvrais les bras sur la mer. Où as-tu vu la mer? Tu ne l'atteindras d'ailleurs jamais, 300 kilomètres sans doute t'en séparent. Et Prévost guette près du Simoun, et il a peut-être été aperçu par une caravane. Oui, je vais revenir, mais je vais d'abord appeler les hommes. Ohé! Cette planète, bon Dieu, elle est cependant habitée. Ohé, les hommes! Je m'enroue, je n'ai plus de voix. Je me sens ridicule de crier ainsi. Je lance encore une fois. Les hommes! Ça rend un son emphatique et prétentieux, et je fais demi-tour. Après 2 heures de marche, j'ai aperçu les flammes que Prévost, qui s'épouvantait de me croire perdu, jette vers le ciel. Ah, cela m'est tellement indifférent. Encore 1 heure de marche, encore 500 mètres, encore 100 mètres, encore 50. Ah, je me suis arrêté, stupéfait. La joie va m'inonder le cœur et j'en contiens la violence. Prévost, illuminé par le brasier, cause avec 2 Arabes adossés au moteur. Il ne m'a pas encore aperçu, il est trop occupé par sa propre joie. Ah, si j'avais attendu comme lui, je serais déjà délivré, je crie joyeusement. Ohé! Les 2 bédouins sursautent et me regardent. Prévost les quitte et s'avance seul au-devant de moi. J'ouvre les bras, Prévost me retient par le coude. J'allais donc tomber? Je lui dis. Enfin, ça y est. Quoi? Les Arabes. Quels Arabes? Les Arabes qui sont là, avec vous. Prévost me regarde drôlement et j'ai l'impression qu'il me confie à contre-cœur un lourd secret. Il n'y a point d'Arabes. Sans doute cette fois je vais pleurer. On vit ici 19 heures sans eau, et qu'avons-nous bu depuis hier soir? Quelques gouttes de rosée à l'aube. Mais le vent de nord-est règne toujours et ralentit un peu notre évaporation. Cet écran favorise encore dans le ciel les hautes constructions de nuages. Ah, s'il dérivait jusqu'à nous, s'il pouvait pleuvoir, mais il ne pleut jamais dans le désert. Prévost, découpons en triangle un parachute. Nous fixerons ces panneaux au sol avec des pierres. Et si le vent n'a pas tourné à l'aube, nous recueillerons la rosée dans un des réservoirs d'essence, en tordant nos linges. Nous avons aligné les 6 panneaux blancs sous les étoiles. Prévost a démantelé un réservoir. Nous n'avons plus qu'à attendre le jour. Prévost, dans les débris, a découvert une orange miraculeuse. Nous la partageons. J'en suis bouleversé, cependant c'est peu de choses quand il nous faudrait 20 litres d'eau. Couché près de notre feu nocturne, je regarde ce fruit lumineux et je me dis « Les hommes ne savent pas ce qu'est une orange ». Je me dis aussi « Nous sommes condamnés et encore une fois cette certitude ne me frustre pas de mon plaisir.
Cette demi-orange que je serre dans la main m'apporte une des plus grandes joies de ma vie. Je m'allonge sur le dos, je suce mon fruit, je compte les étoiles filantes. Me voici pour une minute infiniment heureux, et je me dis encore, le monde dans l'ordre duquel nous vivons, on ne peut pas le deviner si l'on n'y est pas enfermé soi-même. Je comprends aujourd'hui seulement la cigarette et le verre de rhum du condamné. Je ne concevais pas qu'il acceptât cette misère, et cependant il y prend beaucoup de plaisir. On imagine cet homme courageux s'il sourit, mais il sourit de boire son rhum. On ne sait pas qu'il a changé de perspective et qu'il a fait de cette dernière heure une vie humaine. Nous avons recueilli une énorme quantité d'eau, 2 litres peut-être. Fini la soif, nous sommes sauvés, nous allons boire. Je puise dans mon réservoir le contenu d'un gobelet d'étain, mais cette eau est d'un beau vert jaune, et dès la première gorgée je lui trouve un goût si effroyable que, malgré la soif qui me tourmente, avant d'achever cette gorgée, je reprends ma respiration. Je boirai cependant de la boue, mais ce goût de métal empoisonné est plus fort que ma soif. Je regarde Prévost qui tourne en rond, les yeux au sol, comme s'il cherchait attentivement quelque chose. Soudain il s'incline et vomit, sans s'interrompre de tourner en rond. 30 secondes plus tard, c'est mon tour. Je suis pris de telles convulsions que je rends à genoux, les doigts enfoncés dans le sable. Nous ne nous parlons pas, et durant un quart d'heure, nous demeurons ainsi secoués, ne rendant qu'un peu de bile. C'est fini, je ne ressens plus qu'une lointaine nausée, mais nous avons perdu notre dernier espoir. J'ignore si notre échec est dû à un enduit du parachute ou au dépôt de tétrachlorure de carbone qui entartre le réservoir. Il nous eût fallu un autre récipient ou d'autres linges. Alors dépêchons-nous, il fait jour, en route. Nous allons fuir ce plateau maudit et marcher à grands pas, droit devant nous, jusqu'à la chute. C'est l'exemple de Guillaumet dans les Andes que je suis. Je pense beaucoup à lui depuis hier. J'enfreins la consigne formelle qui est de demeurer auprès de l'épave. On ne nous cherchera plus ici. Encore une fois, nous découvrons que nous ne sommes pas les naufragés. Les naufragés, ce sont ceux qui attendent, ceux qui menacent notre silence, ceux qui sont déchirés par une abominable erreur. On ne peut pas ne pas courir vers eux. Guillaumet aussi, au retour des Andes, m'a raconté qu'il courait vers les naufragés. Ceci est une vérité universelle. Si j'étais seul au monde, me dit Prévost, je me coucherais. Et nous marchons droit devant nous, vers l'est-nord-est. Si le Nil a été franchi, nous nous enfonçons à chaque pas plus profondément dans l'épaisseur du désert d'Arabie. De cette journée-là, je ne me souviens plus. Je me souviens que de ma hâte vers n'importe quoi, vers ma chute. Je me rappelle aussi avoir marché en regardant la terre, j'étais écœuré par les mirages. De temps en temps, nous avons rectifié à la boussole notre direction. Nous nous sommes aussi étendus parfois pour souffler un peu. J'ai aussi jeté quelque part mon caoutchouc que je conservais pour la nuit. Je ne sais rien de plus. Mes souvenirs ne se renouent qu'avec la fraîcheur du soir. Moi aussi j'étais comme du sable, et tout en moi s'est effacé. Nous décidons au coucher du soleil de camper. Je sais bien que nous devrions marcher encore. Cette nuit sans eau nous achèvera. Mais nous avons emporté avec nous les panneaux de toile du parachute. Si le poison ne vient pas de l'enduit, il se pourrait que demain matin nous puissions boire. Il faut étendre nos pièges arrosés une fois encore sous les étoiles. Mais au nord, le ciel est ce soir pur de nuages, mais le vent a changé de goût. Il a aussi changé de direction. Nous sommes frôlés déjà par le souffle chaud du désert. C'est le réveil du fauve. Je le sens qui nous lèche les mains et le visage. Mais si je marche encore, je ne ferai pas 10 kilomètres. Depuis 3 jours sans boire, j'en ai couvert plus de 180. Mais, à l'instant de faire halte, « Je vous jure que c'est un lac, me dit Prévost. Vous êtes fou ? À cette heure-ci, au crépuscule, cela peut-il être un mirage ? Je ne réponds rien, j'ai renoncé depuis longtemps à croire mes yeux. Ce n'est pas un mirage, peut-être, mais alors, c'est une invention de notre folie ? Comment Prévost croit-il encore ? Prévost s'obstine. C'est à 20 minutes, je vais aller voir. Cet entêtement m'irrite. Allez voir, allez prendre l'air, c'est excellent pour la santé. Mais s'il existe votre lac, il est salé, sachez-le bien. Salé ou non, il est au diable, et par-dessus tout, il n'existe pas. Prévost, les yeux fixes, s'éloigne déjà. Je les connais, ces attractions souveraines. Et moi je pense. Il y a aussi des somnambules qui vont se jeter droit sous les locomotives. Je sais que Prévost ne reviendra pas. Ce vertige du vide le prendra et il ne pourra plus faire demi-tour, et il tombera un peu plus loin. Et il mourra de son côté et moi du mien. Et tout cela a si peu d'importance. Je n'estime pas d'un très bon augure cette indifférence qui m'est venue. À demi noyé, j'ai ressenti la même paix. Mais j'en profite pour écrire une lettre posthume à plat ventre sur des pierres. Ma lettre est très belle, très digne, j'y prodigue de sages conseils. J'éprouve à la relire un vague plaisir de vanité, on dira d'elle. Voilà une admirable lettre posthume, quel dommage qu'il soit mort. Je voudrais aussi connaître où j'en suis. J'essaie de former de la salive, depuis combien d'heures n'ai-je point craché ? Je n'ai plus de salive. Si je garde la bouche fermée, une matière gluante scelle mes lèvres. Elle sèche et forme au dehors un bourrelet dur.
Cependant, je réussis encore mes tentatives de déglutition, et mes yeux ne se remplissent point encore de lumière. Quand ce radiospectacle me sera offert, c'est que j'en aurai pour 2 heures. Il fait nuit, la lune a grossi depuis l'autre nuit. Prévost ne revient pas. Je suis allongé sur le dos et je mûris ces évidences. Je retrouve en moi une vieille impression. Je cherche à me la définir. Je suis embarqué. Je me rendais en Amérique du Sud. Je m'étais étendu ainsi sur le pont supérieur. La pointe du mât se promenait de long en large, très lentement parmi les étoiles. Il manque ici un mât, mais je suis embarqué quand même vers une destination qui ne dépend plus de mes efforts. Des négriers m'ont jeté lié sur un navire. Je songe à Prévost qui ne revient pas. Je ne l'ai pas entendu se plaindre une seule fois, c'est très bien. Il m'eût été insupportable d'entendre geindre. Prévost est un homme. Ah, à 500 mètres de moi le voilà qui agite sa lampe. Il a perdu ses traces. Je n'ai pas de lampe pour lui répondre. Je me lève, je crie, mais il ne m'entend pas. Une seconde lampe s'allume à 200 mètres de la sienne. Une troisième lampe, bon Dieu, c'est une battue et l'on me cherche. Je crie, ohé, mais on ne m'entend pas. Les 3 lampes poursuivent leurs signaux d'appel. Je ne suis pas fou ce soir, je me sens bien, je suis en paix. Je regarde avec attention, il y a 3 lampes à 500 mètres. Ohé, mais on ne m'entend toujours pas. Alors je suis pris d'une courte panique, la seule que je connaîtrais. Ah, je puis encore courir. Attendez, attendez. Ils vont faire demi-tour, ils vont s'éloigner, chercher ailleurs. Et moi je vais tomber sur le seuil de la vie quand il était des bras pour me recevoir. Ohé, ohé, ohé. Ils m'ont entendu, je suffoque, mais je cours encore, je cours dans la direction de la voie. Ohé, j'aperçois Prévost et je tombe. Ah, quand j'ai aperçu toutes ces lampes. Quelles lampes? C'est exact, il est seul. Cette fois-ci je n'éprouve aucun désespoir, mais une sourde colère. Et votre lac? Il s'éloignait quand j'avançais, et j'ai marché vers lui pendant une demi-heure. Après une demi-heure, il était trop loin, je suis revenu. Mais je suis sûr maintenant que c'est un lac. Vous êtes fou, absolument fou. Ah, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Je pleurerai d'indignation et j'ignore pourquoi je suis indigné. Et Prévost m'explique d'une voix qui s'étrangle. J'aurais tant voulu trouver à boire. Vos lèvres sont tellement blanches. Ah, ma colère tombe. Je passe ma main sur mon front comme si je me réveillais et je me sens triste. Et je raconte doucement. J'ai vu, comme je vous vois, j'ai vu clairement, sans erreur possible, 3 lumières. Je vous dis que je les ai vues, Prévost. Prévost se tait d'abord. Et oui, avoue-t-il enfin, ça va mal. La terre rayonne vide sous cette atmosphère sans vapeur d'eau. Il fait déjà très froid. Je me lève et je marche, mais bientôt je suis pris d'un insupportable tremblement. Mon sang déshydraté circule très mal, et un froid glacial me pénètre, qui n'est pas seulement le froid de la nuit. Mes mâchoires claquent, et tout mon corps est agité de soubresauts. Je ne puis plus me servir d'une lampe électrique, tant ma main la secoue. Je n'ai jamais été sensible au froid, et cependant je vais mourir de froid. Quel étrange effet de la soif. J'ai laissé tomber mon caoutchouc quelque part, las de le porter dans la chaleur, et le vent peu à peu empire. Et je découvre que dans le désert il n'est point de refuge. Le désert est lisse comme un marbre. Il ne forme point d'ombre pendant le jour, et la nuit il vous livre tout nu au vent. Pas un arbre, pas une haie, pas une pierre qui m'eût abrité. Le vent me charge comme une cavalerie en terrain découvert. Je tourne en rond pour le fuir, je me couche et je me relève. Couché ou debout, je suis exposé à ce fouet de glace. Je ne puis courir, je n'ai plus de force. Je ne puis fuir les assassins et je tombe à genoux, la tête dans les mains, sous le sabre. Je m'en rends compte un peu plus tard. Je me suis relevé et je marche droit devant moi, toujours grelottant. Où suis-je? Ah, je viens de partir, j'entends Prévost. Ce sont ses appels qui m'ont réveillé. Je reviens vers lui, toujours agité par ce tremblement, par ce hoquet de tout le corps. Et je me dis, ce n'est pas le froid, c'est autre chose. C'est la faim. Je me suis déjà trop déshydraté. J'ai tant marché avant-hier et hier quand j'allais seul. Cela me peine de finir par le froid. Je préférerais mes mirages intérieurs. Cette croix, ces arabes, ces lampes. Après tout, cela commençait à m'intéresser. Je n'aime pas être flagellé comme un esclave. Me voici encore à genoux. Nous avons emporté un peu de pharmacie, 100 grammes d'éther pur, 100 grammes d'alcool à 90 et un flacon d'iode. J'essaie de boire 2 ou 3 gorgées d'éther pur. C'est comme si j'avalais des couteaux, puis un peu d'alcool à 90, mais cela me ferme la gorge. Je creuse une fosse dans le sable et je m'y couche, et je me recouvre de sable. Mon visage, seul, émerge. Prévost a découvert des brindilles et allume un feu dont les flammes seront vite taries. Prévost refuse de s'enterrer sous le sable, il préfère battre la semelle, il a tort. Ma gorge demeurait serrée, c'est mauvais signe, et cependant je me sens mieux, je me sens calme. Je me sens calme au-delà de toute espérance.
Je m'en vais malgré moi en voyage, ligoté sur le pont de mon vaisseau de négrier sous les étoiles. Mais je ne suis peut-être pas très malheureux. Je ne sens plus le froid, à condition de ne pas remuer un muscle. Alors j'oublie mon corps endormi sous le sable. Je ne bougerai plus, et ainsi je ne souffrirai plus jamais. D'ailleurs, véritablement, l'on souffre si peu. Il y a, derrière tous ces tourments, l'orchestration de la fatigue et du délire. Et tout se change en livre d'images, en conte de fées un peu cruel. Tout à l'heure, le vent me chassait à court, et pour le fuir, je tournais en rond comme une bête. Puis j'ai eu du mal à respirer, un genou m'écrasait la poitrine, un genou, et je me débattais contre le poids de l'ange. Je ne fus jamais seul dans le désert. Maintenant que je ne crois plus en ce qui m'entoure, je me retire chez moi. Je ferme les yeux et je ne remue plus un cil. Tout ce torrent d'images m'emporte, je le sens, vers un songe tranquille. Les fleuves se calment dans l'épaisseur de la mer. Adieu, vous que j'aimais. Ce n'est point ma faute si le corps humain ne peut résister 3 jours sans boire. Je ne me croyais pas prisonnier ainsi des fontaines. Je ne soupçonnais pas une aussi courte autonomie. On croit que l'homme peut s'en aller droit devant soi, on croit que l'homme est libre. On ne voit pas la corde qui le rattache au puits, qui le rattache, comme un cordon ombilical, au ventre de la terre. S'il fait un pas de plus, il meurt. À part votre souffrance, je ne regrette rien. Tout compte fait, j'ai eu la meilleure part. Si je rentrais, je recommencerais. J'ai besoin de vivre. Dans les villes, il n'y a plus de vie humaine. Il ne s'agit point ici d'aviation. L'avion, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas pour l'avion que l'on risque sa vie. Ce n'est pas non plus pour sa charrue que le paysan laboure. Mais par l'avion, on quitte les villes et leurs comptables, et l'on retrouve une vérité paysanne. On fait un travail d'homme et l'on connaît des soucis d'homme. On est en contact avec le vent, avec les étoiles, avec la nuit, avec le sable, avec la mer. On ruse avec les forces naturelles. On attend l'aube comme le jardinier attend le printemps. On attend l'escale comme une terre promise et l'on cherche sa vérité dans les étoiles. Je ne me plaindrai pas. Depuis 3 jours j'ai marché, j'ai eu soif et j'ai suivi des pistes dans le sable. J'ai fait de la rosée mon espérance. J'ai cherché à joindre mon espèce dont j'avais oublié où elle logeait sur terre. Et ce sont là des soucis de vivant. Je ne puis pas ne pas les juger plus importants que le choix le soir d'un music-hall. Je ne comprends plus ces populations des trains de banlieue, ces hommes qui se croient des hommes et qui cependant sont réduits par une pression qu'ils ne sentent pas, comme les fourmis, à l'usage qui en est fait. De quoi remplissent-ils quand ils sont libres, leurs absurdes petits dimanches? Une fois en Russie, j'ai entendu jouer du Mozart dans une usine. Je l'ai écrit. J'ai reçu 200 lettres d'injures. Je n'en veux pas à ceux qui préfèrent le beuglant. Ils ne connaissent point d'autre chant. J'en veux aux tenanciers du beuglant. Je n'aime pas que l'on abîme les hommes. Moi je suis heureux dans mon métier. Je me sens paysan des escales. Dans le train de banlieue, je sens mon agonie, bien autrement qu'ici. Ici, tout compte fait, quel luxe. Je ne regrette rien. J'ai joué, j'ai perdu. C'est dans l'ordre de mon métier. Mais tout de même, je l'ai respiré, le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oublient pas cette nourriture. N'est-ce pas, mes camarades? Et il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est prétentieuse. Les toréadors ne plaisantent guère. Ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime, c'est la vie. Il me semble que le ciel va blanchir. Je sors un bras du sable. J'ai un panneau à portée de main. Je le tâte, mais il reste sec. Attendons. La rosée se dépose à l'aube, mais l'aube blanchit sans mouiller nos linges. Alors mes réflexions s'embrouillent un peu et je m'entends dire « Il y a ici un cœur sec, un cœur sec, un cœur sec qui ne s'est point formé de larmes. » En route, Prévost, nos gorges ne sont pas fermées encore, il faut marcher. Il souffle ce vent d'ouest qui sèche l'homme en 19 heures. Mon œsophage n'est pas fermé encore, mais il est dur et douloureux. J'y devine quelque chose qui racle. Bientôt commencera cette toux que l'on m'a décrite et que j'attends. Ma langue me gêne, mais le plus grave est que j'aperçois déjà des taches brillantes. Quand elles se changeront en flammes, je me coucherai. Nous marchons vite, nous profitons de la fraîcheur du petit jour. Nous savons bien qu'au grand soleil, comme on dit, nous ne marcherons plus au grand soleil. Nous n'avons pas le droit de transpirer, ni même celui d'attendre. Cette fraîcheur n'est qu'une fraîcheur à 18% d'humidité. Ce vent qui souffle vient du désert, et sous cette caresse menteuse et tendre, notre sang s'évapore. Nous avons mangé un peu de raisin le premier jour. Depuis 3 jours, une demi-orange et une moitié de madeleine. Avec quelle salive eussions-nous mâché notre nourriture? Mais je n'éprouve aucune faim, je n'éprouve que la soif. Et il me semble que désormais, plus que la soif, j'éprouve les effets de la soif. Cette gorge dure, cette langue de plâtre, ce raclement et cet affreux goût dans la bouche. Ces sensations-là sont nouvelles pour moi. Sans doute l'eau les guérirait-elle, mais je n'ai point de souvenir qui leur associe ce remède. La soif devient de plus en plus une maladie et de moins en moins un désir.
Il me semble que les fontaines et les fruits m'offrent déjà des images moins déchirantes. J'oublie le rayonnement de l'orange, comme il me semble avoir oublié mes tendresses. Déjà peut-être j'oublie tout. Nous nous sommes assis, mais il faut repartir. Nous renonçons aux longues étapes. Après 500 mètres de marche, nous croulons de fatigue, et j'éprouve une grande joie à m'étendre. Mais il faut repartir. Le paysage change, les pierres s'espacent. Nous marchons maintenant sur du sable. À 2 kilomètres devant nous, des dunes. Sur ces dunes, quelques taches de végétation basse. À l'armure d'acier, je préfère le sable. C'est le désert blond, c'est le Sahara, je crois le reconnaître. Maintenant, nous nous épuisons en 200 mètres. Nous allons marcher tout de même, au moins jusqu'à ces arbustes. C'est une limite extrême, nous vérifierons en voiture, lorsque nous remonterons nos traces, 8 jours plus tard, pour chercher le Simoun, que cette dernière tentative fut de 80 kilomètres. J'en ai donc déjà couvert près de 200. Comment poursuivrai-je ? Hier, je marchais sans espoir. Aujourd'hui, ces mots ont perdu leur sens. Aujourd'hui, nous marchons parce que nous marchons. Ainsi les bœufs, sans doute, au labour. Je rêvais hier à des paradis d'orangers, mais aujourd'hui, il n'est plus, pour moi, de paradis. Je ne crois plus à l'existence des oranges. Je ne découvre plus rien en moi, sinon une grande sécheresse de cœur. Je vais tomber et ne connais point le désespoir. Je n'ai même pas de peine. Je le regrette, le chagrin me semblerait doux comme l'eau. On a pitié de soi et l'on se plaint comme un ami. Mais je n'ai plus d'amis au monde. Quand on me retrouvera, les yeux brûlés, on imaginera que j'ai beaucoup appelé, beaucoup souffert. Mais les élans, mais les regrets, mais les tendres souffrances, ce sont encore des richesses. Et moi je n'ai plus de richesses. Les fraîches jeunes filles, au soir de leur premier amour, connaissent le chagrin et pleurent. Le chagrin est lié au frémissement de la vie, et moi je n'ai plus de chagrin. Le désert, c'est moi, je ne forme plus de salive, mais je ne forme plus non plus les images douces vers lesquelles j'aurais pu gémir. Le soleil a séché en moi la source des larmes. Et cependant, qu'ai-je aperçu ? Un souffle d'espoir a passé sur moi comme une risée sur la mer. Quel est le signe qui vient d'alerter mon instinct avant de frapper ma conscience ? Rien n'a changé, et cependant tout a changé. Cette nappe de sable, ces tertres et ces légères plaques de verdure ne composent plus un paysage, mais une scène. Une scène vide encore, mais toute préparée. Je regarde Prévost. Il est frappé du même étonnement que moi, mais il ne comprend pas non plus ce qu'il éprouve. Je vous jure qu'il va se passer quelque chose. Je vous jure que le désert s'est animé. Je vous jure que cette absence, que ce silence sont tout à coup plus émouvants qu'un tumulte de places publiques. Nous sommes sauvés. Il y a des traces dans le sable. Ah, nous avions perdu la piste de l'espèce humaine. Nous étions retranchés d'avec la tribu. Nous nous étions retrouvés seuls au monde, oubliés par une migration universelle. Et voici que nous découvrons, imprimés dans le sable, les pieds miraculeux de l'homme. Ici, Prévost, 2 hommes se sont préparés. Ici, un chameau s'est agenouillé. Ici. Et cependant, nous ne sommes point sauvés encore. Il ne nous suffit pas d'attendre. Dans quelques heures, on ne pourra plus nous secourir. La marche de la soif, une fois là tout commencé, est trop rapide. Et notre gorge. Mais je crois en cette caravane qui se balance quelque part dans le désert. Nous avons donc marché encore. Et tout à coup, j'ai entendu le chant du coq. Guillaume m'avait dit, vers la fin, j'entendais des coqs dans les Andes. J'entendais aussi des chemins de fer. Je me souviens de son récit à l'instant même où le coq chante et je me dis, ce sont mes yeux qui m'ont trompé d'abord, c'est sans doute l'effet de la soif. Mes oreilles ont mieux résisté. Mais Prévost m'a saisi par le bras. Vous avez entendu ? Quoi ? Le coq. Alors bien sûr, imbécile, c'est la vie. J'ai eu une dernière hallucination, celle de 3 chiens qui se poursuivaient. Prévost qui regardait aussi n'a rien vu. Mais nous sommes 2 à tendre le bras vers ce bédouin. Nous sommes 2 à user vers lui tout le souffle de nos poitrines. Nous sommes 2 à rire de bonheur. Mais nos voix ne portent pas à 30 mètres. Nos cordes vocales sont déjà sèches. Nous nous parlions tout bas l'un à l'autre et nous ne l'avions même pas remarqué. Mais ce bédouin et son chameau qui viennent de se démasquer de derrière le tertre, voilà que lentement, il s'éloigne. Peut-être cet homme est-il seul. Un démon cruel nous l'a montré et le retire. Et nous ne pourrions plus courir. Un autre arabe apparaît de profil sur la dune. Nous hurlons, mais tout bas. Alors nous agitons les bras et nous avons l'impression de remplir le ciel de signaux immenses. Mais ce bédouin regarde toujours vers la droite. Et voici que, sans hâte, il a amorcé un quart de tour. À la seconde même où il se présentera de face, tout sera accompli. À la seconde même où il regardera vers nous, il aura déjà effacé en nous la soif, la mort et les mirages. Il a amorcé un quart de tour qui, déjà, change le monde. Par un mouvement de son seul buste, par la promenade de son seul regard, il crée la vie, et il me paraît semblable à un dieu. C'est un miracle. Il marche vers nous sur le sable, comme un dieu sur la mer. L'arabe nous a simplement regardés.
Il a pressé des mains sur nos épaules et nous lui avons obéi. Nous nous sommes étendus. Il n'y a plus ici ni race, ni langage, ni division. Il y a ce nomade pauvre qui a posé sur nos épaules des mains d'archange. Nous avons attendu, le front dans le sable, et maintenant nous buvons à plat ventre, la tête dans la bassine comme des veaux. Le bédouin s'en effraie et nous oblige à chaque instant à nous interrompre, mais dès qu'il nous lâche, nous replongeons tout notre visage dans l'eau. L'eau. Oh, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans te reconnaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pur au ventre de la terre. On peut mourir sur une source d'eau magnésienne, on peut mourir à 2 pas d'un lac d'eau salée, on peut mourir malgré 2 litres de rosée que retiennent en suspens quelques sels. Tu n'acceptes point de mélange, tu ne supportes point d'altération, tu es une ombrageuse divinité, mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Quant à toi qui nous sauves, bédouin de Libye, tu t'effaceras cependant à jamais de ma mémoire. Je ne me souviendrai jamais de ton visage. Tu es l'homme, et tu m'apparais avec le visage de tous les hommes à la fois. Tu ne nous as jamais dévisagés, et déjà tu nous as reconnus. Tu es le frère bien-aimé, et à mon tour je te reconnaîtrai dans tous les hommes. Tu m'apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand Seigneur qui a le pouvoir de donner à boire. Tous mes amis, tous mes ennemis en toi marchent vers moi, et je n'ai plus un seul ennemi au monde.